Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, qui est F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors, revenons un peu sur le clan Red Bull. Bah oui, parce que bon, on va encore me dire que je tape sur Red Bull, mais il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et le dindon de la farce, c'est qui? C'est encore Checo. Bah oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a en fait intimé l'ordre à Checo de laisser passer Max pour voir si Max allait arriver à dépasser Alonso et Leclerc notamment. Bon, il n'a pas réussi. S'il ne réussissait pas, en gros, il fallait qu'il relaisse passer Perez. C'était dans l'accord. Max, let Checo through, please. Laisse passer Checo, s'il te plaît. Et après, donc, Red Bull lui dit, Max, que s'est-il passé? Verstappen a répondu, juste après avoir passé la ligne. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Ne me redemandez plus jamais ça, d'accord? Sommes-nous clairs à ce sujet? J'ai donné mes raisons et je m'y tiens. C'est quoi tes raisons en fait, en espèce d'enfoiré? T'étais derrière Perez toute la course, après avoir craché Lewis Hamilton. Bon, je dis pas qu'il l'a fait exprès, mais bon, encore une fois, c'est Hamilton avec qui il a un contact. C'est bizarre. Et là, tu veux même pas redonner une si malheureuse 6ème place à ton équipier qui a tant fait pour toi, notamment l'année dernière. Ministre de la Défense, tout ça. Bon, en 2022, il a pas trop aidé Max, certes, mais en 2021, il l'a beaucoup aidé pour gagner le titre, je trouve. Donc, franchement, il aurait pu au moins lui laisser sa 6ème place. 6ème place, c'est quoi? C'est rien du tout. Franchement, il est puant, ce Max, là. Donc, voilà. Je crois que ça se passe de traduction. Je pense que s'il a 2 championnats à gagner, c'est grâce à moi. A déclaré Perez. Juste après la course. Et juste après avoir passé la ligne, Perez a déclaré: merci pour ça, les gars, merci. Ça montre qui Max est vraiment. Bah ouais, là il a tout dit. Un enfoiré de première, donc voilà, le torchon boule chez Red Bull. L'année 2023 va être passionnante pour l'écurie autrichienne. Ah, j'ai hâte de voir ça. Donc Perez, maintenant tu te rebelles et tu te laisses plus marcher dessus, s'il te plaît. Parce que là, ça commence à bien faire, le manque de respect. C'est un vrai paillasson, ce mec, en fait, chez Red Bull. Le pauvre, franchement, je le plains. Bon, vous en avez pensé quoi de ce comportement puant de Max Verstappen et de sa course dégueulasse? Ciao, ciao. Alors, bon, j'ai pas trouvé d'article sur le sujet, mais bon, c'est pas grave, on va passer via Twitter. Il y a une petite vidéo extrait de 12 secondes de Max qui évoque le crash avec Hamilton. Et voyons ce qu'il dit. On va traduire après. He didn't leave me space, so I knew we were going to get together. It cost him the race win. For me, it gave me 5 seconds. It wouldn't have mattered anything for my race because he was just way too slow. Donc j'ai juste foncé, il m'a pas laissé assez d'espace, je savais qu'on allait se cracher. Ça lui a coûté la victoire à lui. Moi, ça m'a juste coûté 5 secondes. Mais ça n'aurait pas eu d'incidence de toute façon, puisqu'on était trop lent pour gagner. Oh là, j'en peux plus de ce gars. Et après, on s'étonne que je l'aime pas. Mais, enfin, qui dit ça, en fait? En gros, je lui ai gâché sa course, je m'en fous, au pire, nous, on pouvait pas gagner aux F. Comme ça l'a empêché de gagner au Brésil, c'est très bien. En gros, c'est ça que ça veut dire. Waouh, putain, il est toxique de chez toxique. Alors, dans le classement des pilotes les plus toxiques, Max repasse devant Alonso, à la suite de ce week-end. On fera un petit point sur le classement des toxiques chaque week-end de course. Oh la vache. Bon allez, assez parlé de Red Bull pour aujourd'hui. Il y aura une réaction de Wolf après, et puis l'audio, les audios donc programmés vers minuit et demi à peu près, 1h du mat peut-être. Je serai déjà au lit moi, et on se retrouvera demain donc pour la suite. Mick Schumacher s'est fait une raison, il veut relancer sa carrière en F1 en 2024. Direction Mercedes ou Alpine en attendant. Alors en tant que pilote de réserve, évidemment. Bon, Steiner, crache le nom de ton pilote, on sait que ce sera Hülkenberg de toute façon. Interrogé sur cette interruption de carrière à F1 à venir, Schumacher confirme à demi-mot. Parfois c'est votre année, parfois c'est pas le cas, je suppose que cette année n'a pas été la mienne, il nous reste encore un Grand Prix, on fera de notre mieux. Je sais pas si je serai en Formule 1 l'année prochaine, mais je pense que je le mérite. Si As ne veut pas continuer avec moi, j'examinerai d'autres options pour relancer ma carrière en F1 en 2024. C'est là que je veux être, c'est mon sanctuaire. Ok. Les rumeurs suggèrent qu'il vise des rôles de pilote de réserve à plein temps chez Mercedes ou encore Alpine. Saf Noir a laissé la porte ouverte à l'Allemand même si Jack Doohan est là. Jack fera partie de la famille Alpine à l'avenir, mais son objectif pour l'année prochaine sera de remporter le championnat F2. Ouais, donc s'il y a besoin de remplacer un des deux pilotes, en gros, Jack Doohan pourra pas forcément... genre par exemple, si Gasly se fait bannir d'une course, il faudra un pilote correct pour monter dans la voiture qui a de l'expérience. Et Mick Schumacher pourrait très bien être ce pilote. Donc, à voir. Bon, en tout cas, on attend toujours l'annonce de Haas. Allez, ciao. Binotto explique pourquoi Ferrari a refusé de laisser passer Leclerc par rapport à Sainz.
Pour moi, la radio, rien n'est venu, donc j'ai rien à commenter. J'aurais joué le jeu de l'équipe si on m'avait demandé. Je ne demande normalement pas ce genre de choses, mais évidemment, nous avons eu cette discussion avant la course, poursuit Leclerc qui était très énervé, comme vous l'avez entendu dans les audios. C'est pourquoi j'ai posé la question. Pour une raison quelconque, nous avons changé d'avis à ce sujet. Je ne connais pas encore la raison. J'espère que nous serons assez rapides à Abu Dhabi pour obtenir cette deuxième place. J'espère juste qu'il ne nous manquera pas cette deuxième place pour 3 points ou quelque chose comme ça. Binotto. Échanger les deux voitures dans la ligne droite était certainement délicat car Charles avait Fernando et Max juste derrière. Donc ça aurait certainement pu être délicat et en quelque sorte dangereux. Mais plus que ça, nous savions que nous faisions l'objet d'une enquête pour ce qui s'était passé derrière safety car avec Tsunoda. Nous avons été blanchis par le contrôle de course sur le coup. Donc nous étions assez, disons, à l'aise. Mais sans avoir de conclusion ferme à ce sujet, ça aurait été trop risqué. Une pénalité de 5 secondes, par exemple, signifierait que Carlos aurait perdu plus d'une position. Donc pour le championnat constructeur, il était certainement préférable de s'en tenir en position et aux écarts en piste. Mais quel rapport avec Tsunoda, en fait Parce qu'ils l'ont dépassé, c'est une fausse excuse, ça encore, désolé, mais bon. Après, je veux bien croire que oui, ils avaient peur que Alonso et Verstappen le passent. Sainz, au cas où. Ce qui aurait pu être risqué, mais bon. Bref, en tout cas, le Leclerc, il s'est fait un peu enfumer encore, là. Mais en même temps, j'ai envie de dire, Verstappen n'a pas non plus laissé passer Perez, donc, dans un cas comme dans l'autre, ils se sont fait avoir les deux. Je vous laisse commenter, ciao. Alors, Ricciardo, on se souvient du début de course avec son assassinat sur Magnussen. Franchement, Ricciardo, il est temps que ça se termine. Hein. Enfin, franchement, il se met à cracher des gens maintenant. Non, mais attendez. Hein. Il a craché Tsunoda au Mexique. Là, il crache Magnussen, il n'y arrive plus. Est-ce il a perdu tout son talent, en fait? Je pense. Hein. Les commissaires ont attendu le pilote de la voiture 3, le pilote de la voiture 20, les représentants de l'équipe. Les commissaires ont examiné la vidéo sous plusieurs angles et ont étudié les données GPS. Ricciardo est entré en contact avec Magnussen au virage 8 dans le premier tour, ce qui a provoqué le tête à queue de Magnussen et les deux voitures se sont crashées ensuite. Bah franchement, je dirais que mérité que Magnussen lui soit revenu dessus parce que comme ça le fait abandonner aussi. Il a tout ce qu'il mérite là, Ricciardo, franchement. McLaren a expliqué que Magnussen était plus lent à la sortie du virage 8 et que les autres voitures devant lui, ce qui a rendu difficile de juger sa trajectoire, alors que les deux voitures étaient proches. Ricciardo a expliqué qu'il avait suffisamment ralenti pour ne pas entrer en collision avec Magnussen, et qu'il avait légèrement mal jugé la distance. Légèrement mal jugé, ouais, beaucoup mal jugé. Les commissaires ont reconnu que l'incident n'était pas irréfléchi, cependant ils ont déterminé que l'incident a eu lieu entre deux voitures et qu'il n'a pas été influencé par plusieurs autres voitures. C'est donc pas un incident du premier tour. Les commissaires ont déterminé que Magnussen a piloté de manière normale dans ce virage, pas de mouvement erratique. Les commissaires déterminent que Ricciardo est entièrement responsable de l'incident et lui inflige un retrait de 3 places sur la grille pour la prochaine épreuve. Eh bien, ouais. Est-ce qu'il y a des points sur son permis? Bon, on me dirait, on s'en fout de son permis puisqu'il va arrêter la F1 de toute façon. 3 places à Abu Dhabi, ouais, ça me paraît... Ouais, j'aurais peut-être mis 5 places quand même. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Vous en pensez quoi, vous, de Sapena? Ciao. Pourquoi Tsunoda n'a pas eu le droit de rattraper son tour de retard? La FIA n'a pas fait d'erreur. Ok, j'ai quelques doutes là-dessus quand même. Tous les systèmes ont fonctionné correctement et conformément au règlement, expliquait la FIA, expliquant que Tsunoda était le premier pilote à franchir la ligne de safety car avant l'entrée de la voie des stands. Il l'a franchi une deuxième fois au moment où il est entré au stand, ce qui a piégé le système, qui a pensé que la récupération du tour de retard était déjà faite par le japonais. Cependant, à ce moment-là, il est entré dans la voie des stands et a pu aller plus vite que le train de voiture derrière la voiture de sécurité. Ainsi, il a récupéré son tour de retard en franchissant la ligne de contrôle dans la voie des stands. Et oui, donc Tsunoda était deuxième de ce Grand Prix. Bravo à lui. Quel talent. Lorsqu'il a rejoint le circuit, les systèmes ont correctement indiqué qu'il était à nouveau à un tour de retard. Mais comme il l'avait déjà repris une fois, il n'a pas pu le faire à nouveau lorsque la période de voiture de sécurité se terminait. Le contrôle de course a vérifié que c'était correct avec F1 Timing et ils ont confirmé que seules les voitures 6 et 23 pouvaient se dédoubler, bien qu'il s'agisse d'un scénario très inhabituel. Il n'y a pas eu d'erreur de système ou de procédure. Bah si, c'est forcément une erreur, parce que c'était pas logique qu'il soit là. Arrêtez d'être dans le déni, là. C'est un bug du système, voilà. Oh là là, putain. C'est un de ces scénarios imprévisibles qui peuvent se produire, il n'y a pas de changement immédiat à mettre en œuvre. Ça sera bien sûr discuté lors des futurs comités consultatifs sportifs dans le cadre des procédures normales d'examen. Bon, après, le mec de AlphaTauri qui parle, on s'en fout, hein, voilà. Merci. Bref, c'est un problème un peu douteux, ça encore. Pourquoi on lui a pas juste dit de reprendre son tour, même s'il avait déjà repris techniquement? Il aurait eu quoi après dans le timing? Il aurait eu un tour d'avance ou c'est quoi l'idée là? Ouais, c'est bizarre cette histoire encore. Il va falloir corriger des trucs la FIA là. Ils disent qu'il n'y a pas d'erreur. Allez, à d'autres, hein. Allez, ciao. Alors c'était un peu chaud pour Georges, qui avait un problème de fuite d'eau sur sa voiture en milieu de course apparemment. Bon, ça a tenu, mais ça aurait pu ne pas tenir. Nous avons une fuite d'eau sur la voiture tout au long de la course à partir de la mi-distance. C'était pas clair. Pouvions-nous réellement aller jusqu'au bout? L'équipe a pris la décision qu'il valait mieux pas inquiéter Russell en lui parlant du problème qui se développait.
On en a parlé à l'interphone entre nous, nous avons tous convenu que nous allions le laisser piloter jusqu'au bout, même sans eau, ou tout ce qui était là pour refroidir la voiture et juste essayer de terminer la course. Il a finalement remporté donc cette course, 2 ans après avoir failli remporter une victoire choc pour eux, en tant qu'emplaçant du Grand Prix de Sakar 2020. Je pense qu'il méritait de gagner à Bahreïn, il y a 2 ans, nous l'avons laissé tomber avec la voiture. C'est pourquoi nous ne lui avons rien dit. Et aujourd'hui, cette victoire nous rend heureux, car il aurait pu y en avoir une il y a 2 ans. Il ne l'a pas eu, maintenant, il a cette première victoire. Bon, tout est bien qui finit bien, alors pour Russell. Ça aurait pu quand même finir en autre boudin, sans jeu de mots évidemment. Bon, à voir hein, ce que ça donnera à Abu Dhabi pour Mercedes. S'ils pourront jouer la victoire également. Allez, ciao ciao. Hamilton, l'accrochage avec Verstappen montre que je suis une cible. Et oui, Max ne peut pas saquer Lewis Hamilton, il veut le cracher à chaque fois qu'il le croise en piste. C'est une cible, Lewis. J'ai pas d'inquiétude, je pense que c'est naturel quand on a le succès et les chiffres de devenir un peu une cible. Mais c'est bon, c'est rien que j'ai jamais eu à gérer avant. Je n'ai pas vraiment d'opinion à ce sujet, pour être honnête. Tout ce que j'ai pensé à ce moment-là, c'est que je pensais que la voiture allait abandonner. Parce que j'ai senti quelque chose, l'arrière n'était plus le même après ça. Pour moi, c'est comme si j'allais perdre le doublé pour l'équipe. Et c'était tout ce à quoi je pouvais penser. J'ai roulé sur l'herbe, je suis revenu sur la piste et tout ce que je pouvais penser, c'était comment revenir pour donner à l'équipe ce résultat incroyable. Il était pas question de toute façon de la façon dont on tombe, mais de la façon dont on se relève. Ok, il explique qu'il a subi des dégâts samedi lors du sprint après avoir roulé sur des débris, mais que les dégâts après ce contact étaient finalement légers. On a d'ailleurs pu voir que le flanc de W13 est en bon état. C'est difficile à dire, je pouvais pas vraiment voir sur la voiture où nous étions touchés parce que j'ai pensé que j'avais une crevaison à l'arrière droit quand je suis revenu sur la piste et j'ai senti que l'arrière n'était pas aussi stable qu'avant. Mais j'ai réussi à faire des changements sur mon volant et à reconfigurer un peu l'équilibre. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'était peut-être pas parfait à 100%, mais nous avons quand même obtenu le doublé. Ouais, alors est-ce que les dégâts, même si minimes, ont un peu joué, je sais pas, un demi-dixième ou un dixième au tour, lui ont fait perdre, peut-être, ce qui a permis à Russell de s'échapper, de pas être attaqué, quoi. Bon, bref, on ne saura jamais de toute façon. Donc voilà, encore un nouvel accrochage avec Verstappen. Bon, il y a toujours qui disent que c'est de la faute d'Hamilton. Hein. Bon, ils sont en minorité, heureusement. Bon, en tout cas, c'était pas l'avis de la FIA, les gars, hein. Désolé. Hein. Allez, ciao. Allez, encore une. Verstappen aurait fait payer à Perez un crash délibéré à Monaco, privé de la pole là-bas. Max l'aurait toujours mauvaise en fin d'année. Si c'est vrai, il peut pas passer outre. Par contre, si c'est vrai, sanction pour Perez. Hein. Désolé, Schumacher en 2006, il avait été exclu des qualifs. Bon, alors là, les sanctions 6 mois après, je sais pas ce que ça pourrait être, j'avoue. Mais c'est vraiment scandaleux si c'est vrai. Ça prouve que Perez est un tricheur. Dans une équipe de tricheurs. Bon, bah, après, voilà, il est bien là où il est, du coup, mais... Le clan néerlandais entourant le double champion du monde s'est épanché dans les médias locaux après la course, et il faudrait prendre des pincettes d'usage, remonter à Monaco, pour trouver la raison de cette volonté. Donc, quelle est cette théorie? Perez s'est en effet craché lors des qualifs, provoquant un drapeau rouge, ce qui a coûté à Verstappen une chance de décrocher la pole. Perez a donc ensuite remporté la course en bouchonnant tout le monde. Et selon ces médias néerlandais, Perez a avoué plus tard au directeur de l'équipe, Christian Horner, et au consultant Helmut Marko qu'il s'était craché exprès pour provoquer un drapeau rouge. Pourquoi des pincettes? Parce que Perez était 3ème derrière les Ferrari au moment de l'incident. À nouveau interrogé par les médias, Verstappen a montré un signe de malaise et a admis qu'il n'avait pas oublié. Verstappen a dit oui lorsqu'on lui a demandé si un incident particulier l'avait amené à désobéir, sans clarifier s'il s'agissait bien de Monaco. Je vais vous avouer que nous sommes tous assis ensemble pour parler de tout ça. On a tout mis sur la table. Bien sûr, je comprends du côté de Checo qu'il est déçu, mais j'ai aussi donné mes raisons pour lesquelles je ne l'ai pas fait à propos de quelque chose qui s'est passé. C'est pourquoi nous en avons parlé, et que j'ai dit à la radio que j'avais mes raisons. C'est pas nécessaire d'en parler dans les médias, mais il est important en tant qu'équipe d'en parler entre nous. Nous avons parlé de l'incident point final. Alors si, c'est important, parce que là, c'est de la triche délibérée. D'accord? Un pilote qui provoque un crash exprès pour bloquer la qualif, provoquer un drapeau rouge et annuler toutes les tentatives des autres, c'est un tricheur. Il mérite d'être... Qu'est-ce qu'il mériterait d'ailleurs? Il mériterait d'être disqualifié de la saison, Perez? Peut-être un peu violent, mais je sais pas. Il faudrait trouver une sanction, hein. Si c'est vrai, faut enquêter la FIA. Allô la FIA, on enquête s'il vous plaît. Allez, avant de retrouver la première partie du débrief avec les audios, une dernière news, Wolff, un doublé mérité pour Mercedes au Brésil. 2 pilotes alpha, ça va être un problème pour nous à gérer. Oui, effectivement. Parce que là, c'est pas Bottas, malheureusement. Enfin, malheureusement. C'est bien pour l'équipe, hein. Du coup, ils vont marquer plus de points, sûrement. Mais pour le titre, oui. En espérant qu'ils ne se crachent pas, du coup. Chauvelin, ingénieur en chef chez Mercedes, voudrait que je reste à la maison à l'avenir, j'en suis sûr. Je ne pourrais pas vraiment les ennuyer pendant la course, car mon interphone était saturé. Mais comme Chauve l'a dit, un très grand bravo à l'équipe. Chauvelin a vraiment gardé le cap sur la piste et a fait un excellent travail. Ce fut une saison difficile. Mais voir cela arriver, un doublé mérité avec un rythme réel, tout le monde mérite dans l'équipe. Sur la performance de Russell, Wolff ajoute:
Fantastique, il avait la victoire entre les mains il y a quelques années à Bahreïn et maintenant il l'a ramené à la maison. Il a passé une journée fantastique aujourd'hui, il avait le rythme, il a fait face à la pression à la fin mais aussi à travailler avec Lewis. Un si grand résultat. James Walls a joué un rôle déterminant dans le programme de jeunes pilotes, mais il a tellement d'objectifs de vie que George a réussi seul dans le programme junior. Quelque chose dont je me souviens, c'est la victoire de George en F3. C'est le seul podium que Niki Lauda a vu en F3. Il m'a dit à l'époque, il va devenir un bon. Russell coche toutes les cases pour être un futur champion du monde. Il a pris un très bon départ, mais les deux pilotes se poussent, ce qui est très agréable à voir. Ils travaillent bien ensemble, et voilà comment ça devrait être. Vous pouvez voir des niveaux similaires entre Hamilton et Russell. Nous avons deux pilotes alpha, ça va être un gros problème à gérer pour nous, mais un très bon problème. Ouais, ok, bon, alors, il mérite, la victoire, ok, y a pas de souci. Par contre, j'ai toujours en traverse que son move, il a pas fait exprès, son crash en qualif vendredi. Mais bon, le mec, il a assuré sa 3ème place en sabotant les tours des autres derrière. Leclerc, Hamilton, Perez notamment, qui aurait pu totalement finir devant lui. Ça lui a donné un avantage pour le sprint, qu'il a gagné. Et ensuite, partir premier pour la course, c'est toujours plus facile. Bon, maintenant, Hamilton n'a pas été aidé par le crash de Verstappen. Maintenant, après la safety car, Hamilton n'a pas réussi à le dépasser non plus au sol. Mais peut-être qu'il avait des dégâts sur sa voiture, je sais pas. Dur à dire, en tout cas, bon, il a gagné, c'est fait. Doublé Mercedes, le premier depuis... alors, ils ont dit, c'était Saint-Marin 2021, non, je crois. Ils ont dit, putain, ça remonte, vous vous rendez compte? Incroyable. Donc voilà, enfin, ils ont gagné. Bon, j'aurais aimé que ce soit Lewis qui gagne au Brésil, ça aurait été super, ça aurait été magnifique. Mais bon, ce n'est pas le cas, malheureusement. Alors, est-ce qu'ils peuvent gagner aussi à Abu Dhabi? J'ai plus de doutes parce que... Alors, par contre, s'ils arrivent à jouer la victoire à Abu Dhabi aussi, pour 2023, c'est bon, les gars. Pour 2023, ça va jouer le titre, c'est sûr. C'est encore le doute qui persiste, les circuits genre avec de longues lignes droites comme Abu Dhabi, quoi. Est-ce que ça va le faire aussi? Écoutez, on sera fixé très vite, dans moins d'une semaine. Allez, ciao. Putain de merde, on a un doublé Mercedes, et on en revient encore à parler de Red Bull, C'est incroyable, On dirait que c'est fait exprès, limite. Verstappen n'avait toujours pas donné ses raisons après l'arrivée. Pourquoi n'a-t-il pas laissé passer Perez? J'ai mes raisons pour ça, nous venons d'en discuter avec l'équipe, avant de venir vous voir, au micro des médias. Quelles sont ces raisons? Je pense que c'était bien que nous soyons enfin assis ensemble et que nous ayons parlé, et que nous ayons simplement avancé à partir de ce que je pense. Si nous allons à Abu Dhabi et qu'il a besoin de soutien, c'est pas la fin du monde. Tout dépend de qui terminera devant qui, de toute façon entre lui et Charles. S'il a besoin d'aide, je suis là. Mais c'est bien que nous ayons parlé pour la première fois, maintenant que nous ayons éclairci tout ça et pourquoi je n'ai pas fait ce qu'on m'a demandé. Il faudra peut-être attendre les déclarations d'Horner. Écoutez, elles sont arrivées, au final, on n'en sait pas plus. Moi j'ai ma petite idée, il y a des rumeurs qui courent, on va voir ça après. Intéressant. On discute des choses en interne, a déclaré donc Horner. Les pilotes ont été très clairs et pour nous, Checo est maintenant à égalité de points avec Charles. Ferrari n'a pas changé de voiture, nous allons à Abu Dhabi en équipe pour faire notre mieux pour que Checo obtienne sa 2ème place. Max soutiendra pleinement cela. J'attends de voir. Moi je vous spoil ce qui va se passer à Abu Dhabi. Max, il va être devant Perez encore tout le week-end, il va finir devant lui. Perez, il devra se débrouiller tout seul avec Leclerc. Ça va se passer comme ça, c'est sûr. Perez, je pense qu'il n'aura pas de rythme de Max de toute façon. Quant aux Mercedes, je ne sais pas ce qu'elles voudront à Abu Dhabi, on verra. Mais vu qu'il y a beaucoup de lignes droites, je suis un peu inquiet, on verra ça. Donc pour moi, Max va jouer la victoire à Abu Dhabi, comme d'hab, et Perez, il va se démerder, quoi. Je vois pas pourquoi ça changerait là-bas. Nous travaillons en équipe, nous courons en équipe, et notre objectif et notre priorité est de voir si nous pouvons amener Checo à terminer 2ème. C'est quelque chose que nous n'avons jamais réalisé en équipe auparavant, et Max s'est engagé à faire de son mieux pour Abu Dhabi, et à y parvenir. C'est un combat direct entre Checo et Charles, et si Max peut aider de quelque manière que ce soit, il le fera. Checo a fait un travail phénoménal toute l'année, il mérite cette 2ème place, et en tant qu'équipe, nous ferons de notre mieux pour soutenir cela et y parvenir à Abu Dhabi. On en discutera en groupe, plus large, lors du débriefing plus tard, et la plus grande discussion sera également la raison pour laquelle nous manquions de rythme ce week-end. Il est important que ce soit traité, tout est traité au-dessus de la table et en équipe, pas en dessous. Ensuite, nous passerons à autre chose. Alors, une journaliste anglaise lui a demandé « Est-ce que ça a à voir avec ce qui s'est passé en qualif à Monaco ?» Alors, on rappelle que Perez s'est crashé en qualif à Monaco, en Q3, pour empêcher les autres d'améliorer. Alors, est-ce qu'il l'a fait exprès, justement? C'est ça la question. Donc Max a répondu vaguement « À vous de décider, je ne dirai rien pour ma part. » Donc en gros, faites-vous votre propre opinion, et moi j'ai déjà la mienne, et je sais qui s'est craché. C'est un peu ça l'idée, quoi. En gros, il accuse Perez de s'être craché exprès à Monaco, pour pas que les autres améliorent, et ainsi lui priver Max d'une victoire à Monaco. Et il lui en voudrait pour ça. Bon, écoutez, c'est une théorie comme une autre. Peut-être que c'est ça en vrai. Et peut-être qu'il avait ça sur le cœur depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et que ça le travaillait, je sais pas, après...
Étonnant ce qui se passe chez Red Bull, en tout cas on dirait que c'est un début de crise là. Hein. Et vous avez vu la miniature que j'ai mis dans l'autre vidéo, il était prêt à lui foutre le... Attendez, je vais vous montrer si vous avez pas vu. Là clairement il était prêt à le dégommer, Perez, Max. Hein. Vous avez vu cette tête de hargneux, de vénère là? Il était prêt à lui foutre son plomb dans la gueule, limite. Oh là là, c'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe quoi? Allô? Le mec, il a vécu une saison incroyable, pleine de records. Et là, qu'est-ce qui se passe? Enfin, j'arrive pas à comprendre. Et vous y comprenez quelque chose? Allez, ciao. Le championnat 2021 de Formule 1 a été manipulé. C'est Hamilton qui le dit, voilà. Je sens que ça va faire jaser encore cet article-là. Il fait un parallèle au passage avec 2008. Il évoque donc Timo Glock. Je ne comprenais pas ce qui se passait pour toi dans ton monde à cette époque. J'étais encore très jeune, donc je suis désolé de ne pas avoir pu te soutenir à cette époque. Cependant, il insistait sur le fait que Glock n'avait joué aucun rôle dans un championnat manipulé, niant toute théorie du complot qui a subsisté au cours des 14 dernières années. 2008 n'a pas été manipulé, c'était différent pour Hamilton, qui fait le lien avec sa perte du titre 2021. C'était pas le cas lors de la dernière course de l'année dernière. Quelqu'un a décidé que le résultat devait être tel qu'il était. C'était une décision humaine, injustifiée, contraire aux règles, qui a été prise sciemment par une seule personne. Et le résultat n'a pas été corrigé par l'instance qui l'employait. Bah, pour ça, il fallait porter plainte. Mercedes, vous n'avez pas porté plainte. Donc en même temps, voilà, il fallait poursuivre les poursuites, si je puis dire. Vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez sur cette action. Il y en a qu'un qui me vient à l'esprit. Interrogé sur les commentaires d'Hamilton, Marco a secoué la tête. Je peux pas comprendre ça, pas du tout. Nous ne pouvons pas continuer à laisser ce problème revenir encore et encore, c'est fini. Ah bah si, hein. Tant qu'Hamilton sera en Formule 1, ça va continuer à revenir sur le devant de la scène. Hein. Surtout s'il ne regagne pas d'autres titres derrière. Voilà, je vous laisse commenter. Et Horner qui réagit à l'accrochage évidemment. Hamilton-Verstappen, c'était un incident de course. Bah oui, qu'est-ce qu'il va dire d'autre en même temps? Il va pas dire que Max est fautif, c'est bien évident. Alors les commissaires ont dédouané le pilote Mercedes et ont pénalisé Verstappen. Ils ont estimé que Hamilton avait la possibilité de laisser plus de place, mais que la présence de Verstappen à sa hauteur était due à une survitesse de la Red Bull au point de corde du virage, et ont donc infligé 5 secondes de pénalité. Ce que déplore Horner. Verstappen a tenté de dépasser Hamilton à l'extérieur du premier virage en freinant très tard. Il n'a pas terminé le dépassement dans le premier virage et son excès de vitesse a compromis son entrée dans le deuxième au moment où il est entré en contact avec Hamilton. Bien que les commissaires reconnaissent qu'Hamilton aurait éventuellement pu donner un peu plus d'espace à l'Apex, les commissaires ont déterminé que Verstappen était principalement en faute. J'ai estimé que la pénalité était sévère. Ça va, c'est 5 secondes. C'est pas non plus 10 ou 15, quoi. Hein. Je pense que Max a pris de l'avance en passant par l'extérieur dans le virage à gauche et jusqu'au virage à droite, et je pense que Lewis aurait pu se permettre d'avoir un peu plus d'espace, donc je pense que c'était dur pour Max de prendre 5 secondes. Au mieux, c'était un incident de course. La question qu'on peut se poser, si avec sa survitesse, s'il arrivait à prendre le virage normalement. Et ça, je pense pas. Hein. Horner a toutefois félicité Mercedes pour leur retour en forme. On a pu voir qu'ils ont fait de grands progrès depuis le mois dernier. Donc félicitations à George pour sa première victoire. Il était très fort tout le week-end, particulièrement dans le secteur 2. Ils ont été très très forts. Vous savez, nous devons comprendre pourquoi nous avons perdu cette performance dans ce secteur. Évidemment, j'espère que nous serons à plein régime le week-end prochain. Voilà donc l'avis d'Horner, je vous laisse commenter. Allez, pour faire suite encore au drama à Red Bull, tout le monde a une opinion sur l'action de Verstappen dans les derniers instants du Grand Prix de Brésil, où le Néerlandais a refusé de laisser son coéquipier. L'émission de Ziggo Sport a soutenu le comportement de Verstappen. Ah oui, Ziggo Sport, c'est un média néerlandais très pro Verstappen. Hein. Évidemment, ça m'étonne pas qu'il le soutienne. Il a clairement dit, tu ne devrais pas me demander ça, c'est dans la conversation qu'ils ont eu plus tôt. Alors, c'est juste dans la nature de la bête. Ensuite, tu peux dire que Perez l'a aidé à Abu Dhabi en tant que ministre de la Défense. C'est un deuxième pilote qui fait son travail, et ça, c'est juste le chef d'équipe. A commenté Robert Downboss. Oh, alors lui, pilote totalement has-been. Sur la radio de l'équipe, il est apparu clairement que Red Bull Racing avait déjà parlé à Verstappen d'une situation où il devrait laisser passer Perez. Le Néerlandais a eu une réponse claire, je ne le ferai pas. Ils ont demandé quelque chose dont ils connaissent déjà la réponse. Puis tu vas le redemander et tu obtiens publiquement, je ne ferai pas ça. Bah oui, au moins, tout le monde était au courant du caractère de Max. Grâce à ça, merci Max. Si c'est vrai, c'est aussi très méchant de la part de l'équipe. Ils savent qu'il ne le fera pas, et puis ils vont quand même le demander. Oh, c'est très méchant de la part de Red Bull. Ils ont été méchants avec Max, Red Bull. Oh, les vilains. Ranger van der Zandt. Cependant, mais sans doute, peut-être que l'équipe n'était pas parvenue à un accord avec Verstappen, ce qui les a poussés à poser à nouveau la question. Peut-être qu'ils ne se sont pas mis d'accord avant. C'est ce que nous allons faire, parce que l'équipe le demande après tout. S'ils étaient d'accord et qu'ils le demandent à nouveau, alors Max a raison, si ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si c'est le cas. Avant le Grand Prix du Mexique, Verstappen a révélé qu'il n'a pas besoin d'aider Perez, car le Mexicain est capable de conduire lui-même. Le Néerlandais pensait peut-être la même chose au Brésil. Selon moi, Perez lui-même aurait pu faire en sorte de conduire plus loin, peut-être de la grille. Peut-être a-t-il crié « Je ne laisserai jamais de ma vie quelqu'un me dépasser sur la ligne d'arrivée ».
Ok, d'accord, bon. Toujours est-il que, à mon avis, ça va se payer dans le futur, ça, Max. Si un jour tu as besoin de Perez, bah, il t'aidera pas. Et j'espère qu'il aidera pas, sinon ça serait vraiment une serpillière, ce mec. Donc, voilà. Je vous laisse commenter. Ciao. Verstappen le regrettera-t-il, son comportement contre Perez? Il aura peut-être besoin de l'aide de Perez encore une fois en 2023. C'est Shandok qui donne son avis, le fameux pilote indien, qui officie sur Sky Sports. Je ne comprends pas, il a gagné le championnat du monde, c'est un manque de perspicacité, il aura peut-être besoin de Perez l'année prochaine, il en a eu besoin l'année dernière à Abu Dhabi. Je reviens à Senna, il a cédé une victoire au Japon en 91 à son coéquipier parce qu'il savait qu'il voulait la loyauté. Eh oui. Mais ça, il s'en branle, en fait, Verstappen, il pense qu'à lui, il est très égoïste. L'analyste espère que l'équipe pourra résoudre la situation en interne. C'est un geste à courte vue, aujourd'hui c'est un pilote de course qui pensait à lui et qui mettait une marque sur le sol en disant que je suis le pilote numéro 1 de l'équipe. Il s'agissait surtout pour lui de s'imposer comme le pilote numéro 1 de l'équipe. Horner et Marco doivent le gérer. L'équipe est plus grande que les pilotes. Pas faux. Plutôt d'accord avec Shandok, hein, c'est un manque de vision à long terme pour Verstappen. Bon, il aurait fait ça s'il savait que Perez serait pas signé au pire pour 2023. Bon, à la limite, il s'en bat les couilles. Mais Perez, il est là pour 2023 et 2024 normalement. Donc, t'es pas prêt de plus l'avoir en tant qu'équipier, hein, Max Perez. Il va falloir le supporter encore et l'aider quand il en a besoin. Comme toi, il t'a aidé par le passé. Je vous laisse commenter, ciao. Alors, Wolf, sur l'accrochage Hamilton, Verstappen, je préfère être heureux de la victoire. Tu m'étonnes. Bon, je vous passe l'intro qui résume ce qui s'est passé. Il y a une vidéo sur le crash d'ailleurs que j'ai mis sur Team Motorsport hier soir. Si vous l'avez pas vu, il faut s'abonner à Team Motorsport. N'oubliez pas. Invité à donner son avis sur la situation après que George Russell ait remporté la course. Wolf a déclaré: j'ai du mal à commenter la situation parce qu'il n'est pas pertinent pour moi à ce stade d'attribuer la culpabilité ou d'avoir un jugement ici. Je préfère être heureux de la victoire. Je pense qu'en tant qu'équipe, nous avons toujours défendu la liberté de course et nous n'avons jamais fait autrement, à moins qu'un pilote ne soit mathématiquement plus en lice pour le championnat et que l'autre le soit. Nous étions en fait impatients de les voir courir avec le même pneu et nous en avons discuté avant la course lors de la réunion stratégique. Donc ok, ça c'est par rapport au Let Them Race. Donc en gros, il a pas porté de jugement sur l'accrochage, il s'en fout, Wolf, il préfère savourer le doublé Mercedes. Bon, bah, est-ce que c'est pas mieux comme ça au final? Peut-être. Allez, je vous laisse commenter. Ciao ciao. Hamilton, fier de Mercedes. On est toujours la meilleure équipe, déclare-t-il. On est sur la bonne voie. Un jour incroyable, un week-end incroyable, une semaine incroyable en fait. Juste dans l'ensemble, tant d'expériences incroyables dès lundi. C'est vraiment un rêve pour toute l'équipe. Tout le monde mérite vraiment ce résultat incroyable. Tout le monde a travaillé si dur pendant l'année. Nous avons traversé une phase si difficile. Mais nous n'avons jamais abandonné l'espoir de retrouver le chemin de la victoire. Et donc je suis vraiment fier de faire partie de cette équipe et d'obtenir un doublé malgré les difficultés de cette année. Et malgré les défis rencontrés en course. Les difficultés de cette année rendent-elles ce doublé encore plus beau? Oui, vraiment, chaque doublé est une sensation extraordinaire. J'ai certainement connu dans le passé des doublés, et je pense que parce que c'était plus régulier, courant, ça perdait de son caractère spécial. Vous savez, donc avoir cette période de disette et re-signer un doublé, c'est une merveilleuse réussite pour tout le monde. Mercedes avait-elle la F1 la plus rapide ce week-end? Bah, franchement, je dirais que oui quand même. Je sais pas vraiment. C'est un sentiment étrange parce que nous avons certainement fait des pas en avant. Mais c'est comme si les autres avaient un peu perdu ce week-end. Ou comme s'ils étaient passés au travers, peut-être. Je ne sais pas, mais la voiture était vraiment super à conduire tout le week-end, très constante, très douce. Pas de problème majeur. Et oui, nous n'avons pas apporté d'évolution à la dernière course ou à celle-ci. Donc nous commençons tout doucement à comprendre la voiture de plus en plus et à la faire fonctionner dans une fin de fonctionnement plus sympathique. Moralement, avant l'hiver, cette victoire était décisive pour la confiance de chacun. C'est la chose la plus importante pour nous d'avoir ce résultat. Un énorme coup de pouce pour le moral de toute l'équipe. En entrant dans l'hiver, l'équipe sait que nous sommes sur le bon chemin et nous sommes toujours la meilleure équipe. Je pense que nous serons plus réguliers l'année prochaine. Je suis excité par cette bataille. On a même eu droit à un accrochage entre Max et Lewis. Comme en bon vieux temps. Bah voilà, ça avait un air de 2021 tout ça. Dommage qu'Hamilton n'ait pas gagné, du coup. Mais bon. Allez, peut-être pour Abu Dhabi. Même si j'y crois pas trop, parce qu'à mon avis, Abu Dhabi, il y a des longues lignes droites, Red Bull sera en forme. Même s'ils ont des problèmes dans les virages avec les pneus, je pense que dans les lignes droites, ça compensera pour Red Bull. Par contre, Ferrari, je sais pas trop ce qu'ils vaudront. On verra. On verra dès ce vendredi les essais libres. Allez, ciao ciao. Alors, passons au cas George Russell. Bon, il en a tant rêvé. Russell revient sur un Grand Prix si intense pour lui. Bon, vu la longueur de l'article, j'avoue que j'ai un peu la flemme. Je vous ai envoyé beaucoup de news ces derniers jours, donc je vais me reposer un peu et je vais vous faire écouter cet article. J'en ai tant rêvé. Russell revient sur un Et on GP va si réact intense s'il pour faut lui. réact, évidemment. Énormément de respect pour Lewis. Et énormément. Il l'a fait.
George Russell a remporté sa tant attendue première course de sa carrière en F1, au terme d'un Grand Prix du Brésil pleinement maîtrisé. Le Britannique était en larmes après l'arrivée. Comment a-t-il géré, notamment en fin de course, cette pression immense d'une première victoire ? Comment faire cohabiter cette émotion avec la nécessité de continuer à être au sommet de ses capacités, à ne rater aucun point de corde en sachant que vous êtes pourchassé par votre coéquipier et de Ferrari ? Ouais, tellement d'émotions, je pense que j'ai rêvé de ce moment, pour sûr, beaucoup de fois. Et on ne sait jamais vraiment comment ça va se passer. La course a été bien gérée, tout était sous contrôle. Je savais à quel point Lewis était rapide et quand la voiture de sécurité est sortie, j'ai pensé oh mon Dieu, ça va être très délicat maintenant. Mais je suis très fière de toute l'équipe. Les progrès que nous avons faits depuis le début de l'année sont tout simplement incroyables. Et quelle impulsion cela va nous donner pour la saison prochaine. En partant de la pole suite à sa victoire en course sprint, George Russell avait-il rêvé d'un pareil scénario parfait ? Ou était-il un peu tétanisé par cette immense opportunité ? J'étais plutôt détendu, pour être honnête. Je pense que c'est une sorte de mentalité. Et si vous avez cette mentalité, si vous pensez que si vous faites tout bien, faire un départ propre, faire votre truc, entrer dans le rythme, alors vous pouvez gagner cette course. Et je savais qu'avec Lewis à mes côtés et Max dans mes rétroviseurs, ça n'allait pas être une course facile. Mais nous avons eu beaucoup de conversations hier matin, en tant qu'équipe, stratégiquement, pour voir comment nous allions essayer d'obtenir cette victoire pour l'équipe. Et repartir avec un doublé est tout simplement irréel. Le départ de la course, la gestion des périodes de voitures de sécurité, la physionomie du Grand Prix n'a pas forcément facilité la vie de George Russell. Oui, c'est vraiment délicat, c'est sûr. Pour moi, ce circuit est toujours très difficile parce que la ligne de voiture de sécurité est si loin. C'était de bons redémarrages. Et c'est toujours un défi, mais avec une ligne de redémarrage aussi lointaine, ça ne donne pas l'opportunité aux pilotes derrière moi d'avoir l'aspiration, donc oui. Il y a eu un moment dans la course où je regardais beaucoup mes rétroviseurs, vous savez, je voyais Lewis derrière moi, mais j'ai réalisé que je devais juste regarder devant moi maintenant. La seule façon de gagner cette course, c'est en regardant devant, en conduisant aussi vite que possible, sans faire d'erreur. Et vous savez, mon ingénieur était à la radio, me donnant les écarts, probablement 4 fois par tour. Et c'était toujours entre 1,1 et 1,3 secondes entre Lewis et moi, 1,1, 1,4, 1,1. Je voulais juste cette petite demi-seconde d'écart supplémentaire. Ce n'est que lorsque je suis entré dans le secteur 3 dans le dernier tour que j'ai su que nous l'avions. Les Mercedes libres de se battre, George Russell surpris et déçu. À une dizaine de tours de l'arrivée, durant la dernière période de voiture de sécurité, George Russell a demandé si Lewis Hamilton était autorisé à lui disputer la tête. Oh, on va faire la course pendant les 10 derniers tours, a-t-il réagi, entre surprise et déception. Ça s'appelle de la Formule 1. George Russell a-t-il été surpris de cette consigne de liberté d'action donnée par Mercedes ? Oui et non. Parce que nous avons toujours dit que nous étions libres de courir. Toto et l'équipe ont mis beaucoup de foi et de confiance en Lewis et moi et nous avons évidemment eu quelques moments côte à côte, sur la piste, tout au long de cette année et ils ont toujours été respectueux. Nous avons énormément de respect entre nous. Je pense que je voulais juste comprendre la position, parce que si nous n'étions pas. Je savais combien ce doublé était important pour l'équipe. Donc, si nous n'étions pas autorisés à courir, c'était un peu comme ramener la voiture à la maison, sinon, c'était un tour de qualification chaque tour et vous risquez chaque virage. Parce que les tours devaient être parfaits. Donc oui, je suis évidemment heureux d'avoir gagné de cette façon. Cette W13 est-elle vraiment plus facile à conduire qu'en début d'année ? Étrangement, la réponse de George Russell est plutôt non dans le ressenti. Le ressenti n'est pas très différent de ce qu'il était au début de l'année. La seule différence, c'est que lorsque nous franchissons la ligne d'arrivée et qu'un ingénieur parle à la radio, il parle des 5 premiers du classement, pas de la marge pour passer en Q2 ou autre. Donc, ça nous donne, surtout à Lewis et moi, beaucoup de confiance parce que si c'est ce que nous sommes capables de faire en tant qu'équipe. Et nous pensons vraiment que l'année prochaine, nous aurons une voiture qui, par ses caractéristiques, sera plus performante, ce qui donnera à Lewis et moi plus de confiance pour la pousser. Mais en général, l'équipe a juste ajouté de la performance globale et c'est pourquoi les temps autour continuent d'être plus rapides. Quelle célébration pour George ? Désormais, il s'agit de savoir, pour George Russell, comment fêter cette première victoire, même si le Grand Prix d'Abu Dhabi n'est que dans quelques jours.
Je viens de parler à Carlos, nous sommes sur le même vol direct pour Abu Dhabi. Abu Donc, Dhabi. c'est un vol de 15 heures. 15 Donc, heures oui. d'avion, putain la vache. Et Carlos Sainz s'amuse, j'ai dit les boissons sont pour moi. Je pense qu'elles sont gratuites dans l'avion, n'est-ce pas, poursuit George Russell. C'est pour ça qu'ils sont pour moi. C'est pour ça qu'elles sont pour Quel moi. rigolo, ce conclut Carlos, le pilote ça. Ferrari avec le sourire. Qu'il est drôle. Hein. Quel humour. Bon bref, c'était long, hein, cette interview de Russell. Bien pour ça que je voulais pas me la taper, pour être honnête. C'est bon après, ce qu'il dit est intéressant, mais bon, c'est un peu. Il blablate beaucoup. Hein. J'ai déjà remarqué qu'il est très très bavard, ce George. Bon, évidemment, il était chargé en émotion, donc c'est sa première victoire en carrière. On peut comprendre qu'il est ému. Voilà, qu'avez-vous pensé de sa course et de sa première victoire du coup? Ciao.